Bien, bonjour à tous. On a une petite mise à jour logistique, mais on va commencer parce que le temps nous est compté encore plus que... Bonjour. Encore plus qu'initialement prévu. Nous sommes donc réunis sur cette table ronde pour évoquer la réinvention du lien entre logement et emploi. Nous sommes avec Audrey Linkenheld. Vous êtes aujourd'hui sénatrice du Nord. Bonjour. Bruno Arcadipan, président d'Action Logement. Bonjour. Vincent Labarthe, président de la communauté de communes du Grand Figeac. Christophe Desgruelles, président de la communauté d'agglomération d'Aublois, Aglopolis, et vous avez eu la gentillesse de remplacer au pied levé Sébastien Meusec qui était souffrant. Et vous teniez à ce qu'on précise que vous êtes aussi président du SCOT du Blésois, et on verra que c'est important pour le sujet qui nous préoccupe. Et enfin, Gilles Carrez, vice-président de l'Intercommunauté de France et élu à l'EPT Paris-Est Marne et Bois. Vous venez également de prendre la présidence du Conseil national d'évaluation des normes il y a quelques semaines. Et donc on va commencer avec vous, Gilles Carrez, avec une première présentation de ce qui se passe chez vous dans votre territoire. On verra que les trois élus qui sont là connaissent des réalités totalement différentes vis-à-vis du sujet et du lien entre emploi et logement. Peut-être pouvez-vous nous décrire quelle est la situation de votre territoire, quelles sont les tensions en matière de logement. Est-ce que les nouveaux arrivants qui rejoignent votre territoire peuvent trouver des logements? Est-ce que c'est un frein à l'emploi pour les entreprises? Quel est l'état des lieux chez vous? Bien, merci tout d'abord de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots rapides sur le territoire où je suis élu. Bon, il s'agit de l'établissement public territorial Paris-Est Marne et Bois, qui comprend 13 communes, 510 000 habitants, et qui est juste à l'est de Paris, après le bois de Vincennes. Il a été créé à l'issue de la loi NOTRe au 1er janvier 2016, et sa caractéristique, puisqu'il est à l'est de Paris, c'est un énorme déficit en termes d'emploi, puisque le taux d'emploi par actif résident est de l'ordre de 0,5 sur donc plus de 500 000 habitants. Par conséquent, la position des élus, elle est claire, il y a 13 communes. Pour eux, la priorité, c'est l'implantation d'emplois pour essayer de redresser les choses. Ça s'inscrit dans l'éternel rééquilibrage à l'Est qu'on essaye de poursuivre depuis très longtemps, mais bon, nous gardons espoir. Et cet espoir, il se fonde sur l'amélioration notamment du réseau de transport, puisque au cœur de notre territoire, il y a Val-de-Fontenay. Val-de-Fontenay, c'est une gare très puissante, RER A, RER E, bientôt la ligne 15 Est du Grand Paris Express, le T1 qui va descendre, et nous nous battons pour le prolongement de la ligne 1 de métro qui s'arrête aujourd'hui à Château de Vincennes. Ça, c'est la position des élus. Bon, nous avons un territoire qui commence à être attractif, l'emploi. L'État a une position radicalement différente. Pour l'État, ce territoire doit avant tout accueillir du logement, accueillir des habitants nouveaux. Et la nécessité de construire du logement est relayée, il faut le dire, au niveau régional, à travers les objectifs régionaux, au niveau aussi de la métropole du Grand Paris. Et la politique de l'État est de dire, puisque le bassin d'emploi, ce n'est pas le vôtre, le bassin d'emploi, c'est la région parisienne, c'est la métropole. Donc, comme on construit un réseau de transport qui va être très performant avec le Grand Paris Express, il n'y a aucun problème à organiser des transhumances quotidiennes qui existent aujourd'hui à travers la ligne A du RER, plus d'1 million d'habitants, qui vont se poursuivre avec le prolongement à la Défense de la ligne E et avec le Grand Paris Express. Donc, votre raisonnement d'équilibre habitant-emploi, nous ne le partageons pas. Or, il se trouve qu'il y a un gisement foncier dans toutes ces communes proches de Paris. C'est l'habitat pavillonnaire.
Et donc, la politique de l'État consiste à dire il suffit de densifier, de supprimer les pavillons avec leurs petits bouts de jardin qui datent de l'entre-deux-guerres et de construire des immeubles à la place. Sauf que la population, surtout après la crise sanitaire, y est totalement opposée. Les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, y sont aussi opposés. Et tout le discours qu'il y a, par exemple, sur le zéro artificialisation nette est conçu comme une sorte d'injonction contradictoire sur notre territoire, puisque chez nous, c'est plutôt l'artificialisation systématique. Donc, c'est une difficulté qui est extrêmement compliquée à assumer pour les élus locaux, et on est en conflit avec l'État. C'est une nouveauté d'ailleurs dans la politique d'aménagement du territoire francilien, puisque pendant des décennies, on a vécu sur le développement, notamment avec une politique d'État des 5 villes nouvelles. Je rappelle, pour avoir les chiffres en tête, que sur nos 5 villes nouvelles, dans les années 70, 80 jusqu'au début des années 90, on montait jusqu'à 15 000 mises en chantier, entre 12 et 15 000 mises en chantier chaque année, entre Cergy, Marne, Évry, Sénart, ou Marne-la-Vallée. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver à construire la ville sur la ville, à la densifier, et c'est beaucoup plus difficile, et ça nous met dans une situation qui est conflictuelle. Alors, à partir de là, qu'observe-t-on? Et j'en viens plus précisément au problème du lien emploi-logement. Aujourd'hui, dans nos communes, accueillir de façon significative des habitants nouveaux, c'est déstabiliser complètement les budgets locaux. C'est-à-dire qu'accueillir des habitants nouveaux exige d'augmenter le rare impôt local qui subsiste, qui est le foncier bâti. Et donc les habitants vivent ça comme une double peine, parce qu'on leur demande de payer plus d'impôts pour accueillir des habitants nouveaux dont ils ne veulent pas, parce qu'ils sont très réticents à la densification. D'où la difficulté pour les élus. Je ne force qu'à peine le trait par rapport à la situation que nous vivons. Quelle est la situation objective des finances locales? La CVAE, elle va à la métropole du Grand Paris, le retour est quasi nul sur le territoire. La CFE, sa dynamique annuelle est partagée entre la métropole du Grand Paris et le territoire, 2 tiers, 1 tiers, aujourd'hui 50-50. Sur 510 000 habitants, nous recevons une dynamique, une progression de CFE de l'ordre de 500 000 à 1 million. C'est-à-dire que la dynamique annuelle, c'est 1 euro à 2 euros de plus par habitant. Pour une ville de 35 000 habitants comme le Perreux, 35 000 euros de CFE, de retour de CFE, à partir de l'établissement public territorial qui l'aperçoit. Je rappelle que le coût d'une école, c'est entre 12 et 15 millions. Donc vous voyez tout à fait le type de problème que nous rencontrons. Et s'agissant du foncier bâti, qui est la seule taxe qui subsiste, locale, avec un lien territorial, il faut bien voir que, certes, elle est compensée, mais quand vous allez dans le détail, ce qu'on appelle le fameux coefficient correcteur, et je vous invite à vous pencher dessus. Le coefficient correcteur, dès lors qu'il est supérieur à 1, est très pénalisant pour la commune parce qu'il fonctionne à taux gelé 2017 sur la partie en stock. Donc il y a une sorte d'impossibilité financière, et moi j'appelle l'attention des pouvoirs publics depuis des années sur ce point. On n'en est plus au moment où on imaginait d'augmenter un peu la DGF pour ce qu'on appelait les maires bâtisseurs. Là, on a un vrai problème structurel d'accueil des nouveaux habitants et de financement des services nouveaux. Et puis un dernier mot, et je serai complet, mais j'observe que nous avons le plus grand mal à loger ceux qui travaillent. Le plus grand mal. Parce que un certain nombre de communes sont carencées pour des raisons historiques, c'était des communes pavillonnaires, donc elles n'avaient pas de cité. Moi, quand je suis devenu maire de ma ville, il y avait moins de 5% de logements sociaux en 1992. Bon, j'ai réussi à monter à presque 12% en 24 ans, mais ça a été un effort de tous les instants pour y arriver. Donc dans ces communes carencées,
joue à fond le DALO, joue à fond une programmation de logement à l'initiative de l'État, puisque les agréments sont décidés par la DRIL. Au passage, d'ailleurs, la DRIL Île-de-France, c'est devenu une vraie bureaucratie, 550 personnes. Donc, qui décident exactement pour chaque opération le nombre de PLAI, le nombre de PLU, le nombre de tout dans le moindre détail, qui interdit évidemment de faire des PLS dans les communes carencées. Et le résultat, avec le DALO, le système d'agrément, le DALO qui maintenant fonctionne en flux, c'est que quand on veut loger le personnel de l'HPHP, quand on veut loger les salariés de la RATP, quand on veut loger tout ce qu'on appelle les travailleurs de première ligne, ils ne sont pas prioritaires, on n'arrive pas à les loger. Je ne vous parle pas du logement intermédiaire, parce que le logement intermédiaire, il n'a pas droit de citer. Alors j'ai appris avec hier, plaisir, le Premier ministre. Figurez-vous que j'ai fait une proposition de loi qui est allée jusqu'au bout, qui a été promulguée en janvier 1995. Cette proposition de loi visait à appliquer la loi d'orientation sur la ville, parce que avant d'être député, je dirigeais les villes nouvelles et j'avais beaucoup participé à l'élaboration de la LOV avec Michel Delbar à l'époque et Louis Besson. Et on m'avait demandé en 1994 de faire une proposition de loi pour la mettre en application. Et à cette époque, j'avais ajouté le logement intermédiaire en le pondérant à 0,5. Ça a été voté. Il y avait d'ailleurs au passage, et ça datait de la LOV, déjà l'accession sociale à la propriété dans le fameux décompte. On prenait les papes pour les 10 premières années. Tout ça a été supprimé pour des raisons, je dois dire, dogmatiques, participer aux discussions, donc on se souvient très bien, dans le cadre de la loi SRU. Et depuis, on a petit à petit eu une déformation de la vision du logement, en tout cas chez nous, où la notion d'hébergement, que je comprends parfaitement, on a 80% des problèmes d'hébergement en région parisienne, mais la notion d'hébergement l'a petit à petit emporté sur le logement de ceux qui travaillent. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut corriger. Et puis un dernier mot, moi je plaide. L'État, il s'occupe de choses dont il ne devrait jamais s'occuper. Par contre, on a jeté aux orties, par-dessus bord, la politique d'aménagement du territoire. Et moi, je plaide, parce que la métropolisation à outrance chez nous, ça ne marchera pas, je peux vous le dire. On a une couronne de petites villes moyennes en bassin parisien. Il faut terminer, etc. Monsieur Carrez, parce que vous avez des collègues qui... À mon avis, il faut lancer une politique d'aménagement utilisant le bassin parisien et renonçant à cette métropolisation à outrance qui nous conduit dans l'impasse. Ok. Merci. Christophe Desgruelles, à Blois, vous vivez une réalité tout à fait différente. Quelle est la pression et l'écart entre les besoins de logement et l'emploi ? Alors effectivement, à Blois, le contexte est radicalement différent de la métropole parisienne. Blois, c'est une agglomération de 110 000 habitants avec une ville-centre d'un petit peu moins de 50 000, un noyau urbain, du périurbain et du rural. Un seul chiffre, on a 120 emplois pour 100 actifs. Ça veut dire qu'on a effectivement un certain nombre d'employés, de salariés qui habitent en dehors du territoire. Donc la question du lien logement-emploi est une question majeure. Et quand hier après-midi, on m'a demandé de remplacer au pied levé Sébastien Miossec, cette question du lien emploi-logement m'est apparue comme une évidence. Donc je me suis dit, je vais regarder dans nos documents de planification, dans nos documents stratégiques, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu écrire, ce qu'on a pu décider. Et donc je me suis plongé rapidement en essayant de mobiliser un peu les cadres de la collectivité compte tenu des délais. Donc j'ai fait une relecture rapide de notre projet de territoire qui était sur la période 2010-2025, de notre projet social de territoire puisque nous avons un centre intercommunal d'action sociale. Je me suis replongé dans notre SCOT qui est en révision, un SCOT à l'échelle de 3 intercommunalités, et puis évidemment dans notre plan local intercommunal HD. Je précise HD parce que quand nous avons pris la décision de nous doter de la compétence PLUI, donc en 2015, nous l'avons voté l'an dernier, 7 ans de travaux, je n'imaginais pas un seul instant qu'on puisse faire un PLUI aujourd'hui, donc qui allait se terminer par les questions ô combien sensibles de zonage et de règlement, sans se poser la question de l'habitat et des déplacements. Nous avions certes un PDU, nous avions certes un PLH, mais ce qui me paraissait fondamental dans le cadre d'un PLUI, c'est de faire le lien HD, habitat
et déplacement. Et donc je me suis rendu compte, en regardant les documents que nous avions mis en œuvre ces dernières années, que ce lien logement-emploi, il était beaucoup plus dans l'implicite et le diffus. Il n'y avait aucun chapitre, aucun axe, aucun développement spécifique sur ce lien. Alors que je pense que quand on est sur, et à Figeac, j'imagine que c'est un peu la même chose, ce lien logement-emploi, il est très sensible. Et donc j'ai essayé un petit peu de fouiller davantage dans nos documents ce qui pouvait être dit sur ce sujet et ce qui était le début d'une stratégie. Alors, on a dans le cas du PLUI, un POA Habitat, mais on est un peu faible sur le diagnostic et les outils d'action. On a mis en place un groupe de travail sur le logement des jeunes. Alors, le logement des jeunes, il est très spécifique. C'est la question des étudiants, j'en parle pas ici aujourd'hui, mais c'est la question des apprentis et des saisonniers. Les saisonniers dans le Val-de-Loire, c'est à la fois les saisonniers touristiques, très forts, Chambord dans le territoire, un peu plus au sud, le fameux zoo-parc de Beauval, et on a quelquefois des pressions très très fortes avec le phénomène Airbnb. Et puis on a aussi les saisonniers agricoles, viticulture, ramassage de fraises, de cornichons, etc. Et qu'est-ce que vous avez comme solution pour eux et comment vous pouvez lutter ou limiter l'impact Airbnb? Donc, moi, j'ai repéré hier soir simplement ces premiers éléments. Et ce que je vais demander à mes services en rentrant, j'ai la chance d'avoir le DGS qui est dans l'Assemblée, c'est qu'on muscle notre dispositif parce qu'on a des éléments épars, mais on doit se donner, à partir d'un diagnostic, des outils plus opérationnel. C'est ça qui est fondamental. Et le dernier outil opérationnel sur lequel je passe beaucoup de temps en ce moment, c'est l'articulation conséquences de ZAN, enfin climat et résilience, SRADET, SCOT, PLUI. Je crois qu'il y a quelques années, les présidents d'Interco n'étaient pas forcément mobilisés sur le SCOT, normal. Il n'y avait pas les PLUI, il n'y avait pas les SRADET et il n'y avait pas la pression du ZAN. Aujourd'hui, on est vraiment dans un enchaînement. Climat résilience, SRADET, SCOT et PLUI. Et le débat que j'ai en ce moment avec le président de la région, qui est un débat très constructif, c'est de dire comment la répartition du foncier à consommer va être répartie à l'échelle des périmètres des SCOT. Les services de la région, dans un premier temps, ont fait un travail très savant en introduisant une dizaine de critères, une dizaine de paramètres. Et quand on a appliqué ce raisonnement intellectuellement parfait sur les territoires, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup d'incongruités. Donc on a repris le travail et j'ai fait une proposition au président de la région qui le fait travailler par ses services. Je lui ai dit, voilà, on a un stock régional de consommation du foncier, habitat et entreprises, évidemment, et on est sur ce lien. Peut-être que tout simplement, la répartition entre les périmètres de SCOT, on peut s'appuyer sur 3 critères simplement, qui sont des critères simples, qui permettent un débat politique, qui permettent un débat public. J'ai proposé que ce capital de stock à répartir entre les périmètres de SCOT, il s'appuie simplement sur 3 paramètres. Le paramètre de la population, la pression démographique, c'est une réalité. Le paramètre du nombre d'emplois, et là on voit bien le lien emploi-logement, et un troisième critère qui est la superficie. Parce que si on ne retenait comme critère que emploi et population, évidemment, il y aurait une surreprésentation des territoires urbains. La région Centre-Val de Loire, c'est aussi beaucoup de territoires périurbains ou ruraux. Il y a un dynamisme démographique sur l'axe du Val de Loire, Orléans, Blois-Tours, mais il y a aussi dans le Cher et l'Indre un petit peu de la déprise démographique. Donc voilà, je pense que le principal travail que nous avons à faire, en ce moment, et j'incite tous les collègues présents, c'est d'investir le débat sur le SRADET pour voir comment la capacité de consommation du foncier, donc réduite de 50% sur 10 ans, peut être équilibrée sur le lien population et emploi. Donc voilà ce que je soumets comme suggestion. Et puis une dernière suggestion, et je m'arrête, c'est évidemment de regarder de très près comment le gouvernement va être terminé de construire. Est-ce que notre collègue Vergrit, qui nous avait fait une très belle démonstration sur la nécessité du statut d'AOH, qui nous permettrait d'être réellement coordinateur de ces politiques, verra le jour ou pas? Mystère et boule de gomme, donc au travail. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vincent Labarthe, au Grand Figeac, alors vous, c'est encore une autre configuration, un territoire très rural, enclavé, et pourtant avec une grosse pression sur l'emploi, avec des emplois industriels.
Oui, alors c'est effectivement une typologie complètement différente. Je vous le présente en quelques mots. Le Grand Figeac, c'est 92 communes, 45 000 habitants. Donc nous sommes situés à 2 heures de la première métropole qui est Toulouse et puis entourés à 1 heure à peu près de distance de villes moyennes ou d'agglos moyennes de 50 000 habitants que peuvent être Brive, Aurillac ou encore Rodez et au sud Montauban. Donc nous essayons effectivement d'exister malgré tout. Nous essayons d'exister avec les problématiques qui sont les nôtres et que vous comprenez en termes de densité. On a une densité très faible puisque c'est 34 habitants par kilomètre carré. Je compare d'ailleurs souvent, je me permets cette parenthèse, on entend beaucoup parler ces jours-ci de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est 1/3 du territoire du Grand Figeac. Quand nous, on a 34 habitants par kilomètre carré, la bande de Gaza, c'est 4110. Donc on n'a évidemment pas les mêmes sujets, heureusement, mais en tous les cas, c'est pour aussi donner à comprendre dans quel monde on vit. Et clairement, quand il me faut traverser mon territoire, qui fait à peu près 80 km de bout à l'autre, je me rends compte d'une part de la chance qu'on a, mais d'autre part aussi de l'obligation qu'on a, si on veut, comme vous le disiez fort justement, Monsieur le Ministre, aménager ce territoire, tenir compte finalement de ce que chacun peut compter comme aménité sur son territoire. Malgré tout, vous l'avez dit, on est effectivement un territoire dynamique dans le sens où on a la chance d'accueillir autour de plusieurs entreprises, notamment de l'industrie aéronautique, mécanique, mais aussi agroalimentaire, beaucoup d'emplois, et on a 26% d'emplois industriels sur notre territoire, ce qui fait une particularité qu'on travaille depuis fort longtemps, puisqu'il y a un cluster qui s'est mis en place et qui est devenu assez célèbre, le cluster de la Mécanique Vallée, qui porte beaucoup de sujets et qui travaille de très près donc, entre le monde de l'entreprise, bien sûr les élus et toutes les entités du territoire. Aujourd'hui, quand je rencontre ces chefs d'entreprise, leur première préoccupation, c'est le logement. Il y a 10 ans, c'était d'autres sujets. Ils n'arrivaient pas à faire venir des cadres, donc on a travaillé très clairement la question de la culture en termes d'attractivité ou d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est clairement le logement. Donc il nous faut être effectivement à la réponse de... Et pas n'importe quel type de logement, puisque c'est des emplois industriels, pas forcément très bien payés. Alors, on a de tout, parce qu'on a surtout de l'aéronautique, avec effectivement un emploi qui est quand même monté sur un niveau cadre assez intéressant. Donc oui, on a besoin d'avoir encore une fois une typologie de logement qui soit bien différente, mais on maîtrise bien parce qu'on a la chance d'avoir nous aussi un PLUI qu'on est en train d'arrêter, un PLH. On a aussi mené une politique de l'habitat avec l'intégralité du territoire qui est couvert par un programme d'intérêt général. On a donc ensuite une OPH avec une OPH RU multisite et puis on a pu bénéficier aussi donc de la commune centre qui est Figeac, qui bénéficie donc de Action Cœur de Ville et 3 petites villes de demain qui ont pu être aussi labellisées de la même manière d'ailleurs. On vient d'avoir 4 villages d'avenir sur l'ensemble du territoire. Donc ça va nous permettre effectivement de traiter ce sujet-là. On le traite aussi avec la problématique de la vacance, parce qu'on a un taux de vacances qui est quand même relativement élevé. Donc on a d'ailleurs mis en place une mesure avec une taxe sur le logement vacant. Et de l'autre côté, on a mis un outil particulier, puisque c'est l'aide à la sortie des vacances par une prime au premier logement. Donc les primo-accédants, ils vont pouvoir bénéficier d'une prime de 5 000 € finalement qu'on finance grâce à la taxe sur la vacance. Donc on essaye effectivement d'être relativement innovant sur cette question-là. J'espère qu'on sera au rendez-vous. Dans les besoins en fait qu'on a clairement identifiés en termes d'emploi, on a là où est-ce qu'on a intention, c'est notamment sur le secteur de la santé et des services à hauteur de 23%, 23% aussi dans l'industrie comme je le citais, mais on a aussi des problématiques sur le bâtiment avec des secteurs en tension là également et sur l'hôtellerie, restauration, tourisme, mais ça je crois que c'est propre à tous les territoires. Donc effectivement un logement qui n'est pas identifiable partout de la même manière. Et je rejoins la question aussi du logement saisonnier qui, sur une petite région touristique comme nous sommes, puisqu'on a quand même Padirac, Rocamadour, Figeac, etc., qui sont autour, Cordes également. Donc on est véritablement aussi sur cet enjeu-là. Quels sont les éléments qui peuvent freiner vos velléités, vos projets autour de cette question du logement et de l'emploi? Est-ce que la disparition quasi totale de la fiscalité locale est un obstacle? Est-ce qu'il y a l'organisation institutionnelle des politiques du logement qui vous empêcherait de faire des choses? Alors, clairement, j'entendais le débat tout à l'heure. Nous, sur une recette fiscale qui est à hauteur de 10 500 000 €, 5,9 millions d'euros sont liés à des produits de CFE ou de CVAE.
Donc clairement, on perd cette année 350 000 euros pour être absolument transparent par rapport à cette question-là. Et ce que je regrette, mais ça a été relevé tout à l'heure, c'est vraiment qu'on arrive à décorréler la dynamique qui peut être impulsée et poussée par les élus sur un territoire, finalement, de cette fiscalité. Donc moi, j'attends beaucoup du fonds d'attractivité des territoires, là, le FAET, qui est en train de se mettre en place. On en a parlé lors de notre débat d'orientation budgétaire. Donc aujourd'hui, c'est pas grand-chose. J'espère que demain, ça sera une recette, en tous les cas pour les territoires, qui reste en dynamique bien plus intéressante qu'elle peut l'être aujourd'hui et qui nous permettra de mener une véritable politique du logement. Mais cette politique, elle doit aussi être relayée, excusez-moi, mais dans une collectivité comme la mienne, je pars de 92 intérêts particuliers pour converger vers l'intérêt général. Donc on a tous nos problématiques, mais celle-là, elle n'est pas simple. Ça part aussi du fait qu'il faut avoir une capacité d'entraînement qui nous amènera forcément à trouver des moyens supplémentaires. Et donc l'autre outil que je souhaite qu'on mette en place, c'est l'autorité organisatrice de l'habitat. Donc pour ça, il nous faut avoir un PLUI, un PLH, pardon, que nous sommes en train d'avoir. Il nous faut être aussi délégataire de l'aide à la pierre. C'est ce que nous essayons de travailler avec le département qui aujourd'hui a cette compétence, mais je pense que nous avons intérêt à la récupérer pour pouvoir être au plus près des besoins et du terrain et pouvoir finalement débloquer un certain nombre de sujets chez nous. Très bien. Merci beaucoup pour ce premier portrait de vos territoires. Bruno Arcadipan, vous, à Action Logement, vous intervenez prioritairement sur ces sujets-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, les trois situations qui vous ont été décrites, et comment vous vous positionnez dans chacun de ces cas-là? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais intervenir avec deux casquettes, celle de vice-présidente du MEDEF en charge des adhérents et des territoires, et j'en profite pour saluer nos adhérents dans la salle, et puis celle du président d'Action Logement. Donc sur la première casquette, je tiens à dire que j'ai un peu saigné des oreilles sur la table précédente sur quelques interventions. Je le dis pour les entreprises, il y a des trucs qui sont difficiles à entendre. Et puis pour la partie logement, ben, ça vient d'être dit de façon très claire, d'abord de façon très précise par Gilles Carrez. Le logement et l'emploi, c'est évidemment deux mots qui sont aujourd'hui naturellement mariés, mais ça a été un combat de 70 ans pour Action Logement. Je rappelle que le 1% logement, comme on l'appelait avant, ce sont les entreprises du Nord qui se sont rassemblées, unies, pour pouvoir mieux loger leurs salariés au plus près de leur site de travail. Eh bien, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. On le voit partout. Madame la sénatrice pourra peut-être intervenir tout à l'heure sur la partie Hauts-de-France ou à Dunkerque et à travers le Nord-Pas-de-Calais, l'ex-Nord-Pas-de-Calais, entre le canal de Seine-Nord et les gigafactories, on a des problématiques qui sont immenses. Et aujourd'hui, il y a un acteur. Il y a un acteur en France et il y a un acteur en fait en Europe de poids, c'est Action Logement. Cette structure pilotée par les partenaires sociaux, présidée par le MEDEF et dont j'ai l'honneur d'avoir la présidence depuis un grand nombre d'années. Action Logement, c'est quoi? C'est l'intervention d'abord dans le logement social, historiquement, dans le logement intermédiaire un peu plus tard. Et puis, c'est une structure qui intervient sur les jeunes, qui garde les salariés dans les logements lorsqu'ils ont fini de travailler, c'est-à-dire qui s'occupe de ces aînés, qui détient une foncière spécifique pour les EHPAD et qui intervient aujourd'hui sur les saisonniers parce que personne ne s'en occupe. Je pourrais vous parler de l'ensemble des interventions que l'on fait, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, sans Action Logement, tout ce qui vient d'être dit ne pourrait pas avoir lieu. Action Logement, quand on parle de l'ANRU, la revitalisation urbaine dont parlait Gilles tout à l'heure, Action Logement finance sur le PNRU 92% de l'opération. Donc l'agence nationale était totalement financée à l'époque par Action Logement, un peu par les bailleurs sociaux et très peu par l'État. En
2017, Emmanuel Macron a souhaité doubler le volume de l'ANRU et le passer donc à 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, on est aujourd'hui le financeur à 70% de l'ANRU. ACV, 100% des logements sociaux d'ACV, c'est Action Logement. Donc, le lien emploi-logement, on s'en est toujours occupé. C'est quel type de logement que vous devez soutenir principalement pour approcher ces logements de la demande des salariés, des entreprises? Est-ce que c'est du logement social? J'y viens. On fait du social et de l'intermédiaire en très grande partie. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'un groupe comme le nôtre s'est structuré en 70 ans. Si aujourd'hui on a une telle performance, cette année, 82 000 agréments. On aura, nous, construit, mis en chantier plus de 40 000 cette année et on va continuer à ce rythme sur les années qui viennent si l'État ne vient pas ponctionner une fois de plus dans nos caisses. Donc, il est extrêmement important de savoir d'où on vient et où on va. On a signé en juin dernier une convention quinquennale avec Madame Borne. Ça va donner un peu de visibilité à l'ensemble des territoires, parce qu'un groupe comme Action Logement intervient sur tous les territoires, quelle que soit la taille, l'activité tendue, détendue, etc., etc. Quand on parle du zoo de Beauval, c'est Action Logement rencontre les dirigeants du parc, regarde les besoins et construit des logements juste à côté du parc pour loger les salariés. Et alors justement, quel est, dans cet exemple-là, quel est votre travail avec l'agglo de Blois, par exemple? Alors, comment vous pourriez améliorer, ou qu'est-ce que vous attendez de l'agglo de Blois pour accompagner ce genre de demande d'une entreprise locale? Il y a plusieurs choses. Nous avons des comités régionaux, donc c'est pour ça que j'ai expliqué le cheminement. Aujourd'hui, nous avons une politique nationale avec une stratégie et des financements qui sont nationaux et des décisions qui sont totalement décentralisées. Pour faire ce métier, il faut énormément d'ingénierie, mais pas que de l'ingénierie de construction. Il faut de l'ingénierie financière, il faut être en capacité d'assurer les travaux dans leur durée, mais également après. Et il faut aujourd'hui être capable de décarboner et de gérer la gestion locative. Plein d'entreprises ont essayé de construire leur logement et c'est un saut en arrière de 70 ans. On a des résultats qui sont par moments calamiteux et quand j'entends aujourd'hui des parlementaires dire il faut lier le bail au contrat de travail, même le MEDEF est contre. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une structure nationale et ensuite d'avoir une ramification sur l'ensemble des territoires. Quand je dis nous sommes partout, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement en Lozère, dans l'Indre ou dans la Meuse. On démarre à Mamoudzou, on finit à Pointe-à-Pitre, on démarre à Lille et on finit à Marseille ou à Porto Vecchio, où nous avons des problèmes de saisonniers de façon ultra massive. Donc, c'est là où je lance un cri d'alerte. C'est un sujet sérieux. Ça peut être fait que par des experts. Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur le lien emploi-logement, le logement des Français, etc., etc. Mais vous avez vu, 3 intervenants avant moi, le paquet de complexité, la diversité des besoins, et on est trop encadré. Et on veut rajouter de l'encadrement à un métier qu'il est déjà trop. Ce qu'il faut, c'est de la fluidité. Donc, je vais répondre à votre question. Ce qu'il faut, c'est de la fluidité, de l'agilité, donner du pouvoir au territoire, mais... Quand vous dites donner du pouvoir au territoire, vous parlez de qui détient ce pouvoir? Les intercommunalités, les bailleurs sociaux locaux? Aujourd'hui, malheureusement, c'est tellement dilué. Vous voulez attribuer un logement, et je vais vous donner un chiffre précis. Vous voyez, très simple. On a 1 100 000 logements. On pèse 20% du parc français. On peut loger dans nos logements financés avec l'argent des entreprises sur une part salariale. On ne peut loger au maximum, et on est arrivé au taquet, avec l'efficience à 100%, que
50% de logements attribués aux salariés. Sur ce 1 100 000, seuls 550 000 peuvent être destinés à des salariés. Le reste, c'est que des publics prioritaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper. Je dis simplement une structure qui a été créée par des employeurs pour leurs salariés avec une ressource importante, près de 3 milliards d'euros entre les retours de prêts que nous avons effectués et la collecte. Ce sont exclusivement 50% qui sont destinés aux salariés du privé. Le reste, et c'est le quota préfectoral, c'est le DALO, c'est tous les publics prioritaires. Est-ce que pour débloquer ça, il ne faudrait pas rétablir le 1% puisque de cotisation? Et on oublie totalement tous ces gens que l'on applaudissait à 20h. Voilà, c'était fantastique, on en avait besoin, donc on les applaudissait. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont mal logés, ils ne sont pas logés. Et la semaine dernière, un salarié d'entreprise est décédé dans sa voiture, mort de froid. Donc voilà aujourd'hui dans quel état est notre pays. Merci. Audrey Linkenheld, je vous passe la parole. Qu'est-ce que vous inspire cette dernière intervention? Et puis avant cela, les 3 témoignages des élus qui ont pris la parole. Alors, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Peut-être dire un peu d'où je parle moi aussi. J'ai la chance d'être aujourd'hui à nouveau parlementaire. Je l'ai déjà été. Bruno Arcadipan l'a dit. Je viens des Hauts-de-France. Je viens plus particulièrement de la métropole européenne de Lille. J'ai été, avant d'être parlementaire, pendant plusieurs années élue au logement. J'ai été aussi vice-présidente de la métropole européenne de Lille, qui représente 1,2 million d'habitants, 95 communes, un cœur urbain très dense, où il n'y a plus beaucoup de place pour artificialiser, et un périurbain qui, au contraire, lui, est très pavillonnaire, et un total de surface de notre métropole qui est à moitié agricole. Donc, tout ce qui a été dit précédemment, je me parle, voilà, c'est des choses que j'ai pu moi-même vivre, et je le dis parce que je pense qu'il faut aussi partir dans ce débat emploi, logement, territoire, en ayant conscience que ce qu'on vit les uns et les autres ne sont souvent pas des cas particuliers, sont des choses qu'on peut retrouver, et qu'une bonne partie d'ailleurs des solutions qui ont été tracées, notamment au niveau de mes collègues élus, sont des choses qu'on va retrouver ici ou là, et que le pire serait, je pense, d'opposer les constats les uns aux autres. Moi, j'ai toujours pensé qu'une politique du logement, ça devait être une politique globale qui adresse l'ensemble des publics, et ces publics, ils existent partout. Les publics salariés, les publics jeunes, les publics étudiants, les publics retraités, les publics chômeurs, il y en a au PRE, il y en a chez vous, il y en a, je crois, un peu partout. Les envies de maisons avec jardin, les immeubles collectifs, tout ça aussi existe partout, et moi je reste convaincue que la réponse, elle est dans une politique du logement global. On a entendu ici des gens qui sont tous convaincus, et je le suis aussi, du lien qu'il y a entre emploi et logement. Moi, je crois que donc le problème, il n'est pas dans le fait d'en être convaincu. Je pense que cela a été très bien dit, ce lien, il est implicite dans l'ensemble de nos documents d'urbanisme et de planification, parce que tout le monde, tous ceux qui ont un emploi ont besoin d'un logement, mais comme tous ceux qui ont un emploi ont besoin d'une école ou d'un médecin pour se soigner. Tout va ensemble. Quelqu'un qui est en difficulté pour prendre un emploi parce qu'il n'a pas de logement, il le sera aussi s'il a un logement mais qu'il n'a pas d'école où mettre ses enfants ou pas de médecin pour se soigner. Donc tout ça va ensemble, d'où l'intérêt de construire effectivement une politique d'aménagement du territoire et ne pas seulement penser le lien emploi-logement. Moi, je crois que ce qui manque, et pardon de mettre les pieds dans le plat, mais ce qui manque, c'est quand même d'abord l'argent. Enfin, on est dans une situation où, au niveau de l'emploi, ça ne se porte pas trop mal. Par contre, au niveau du logement, on est en pleine crise. On n'a jamais été aussi faible en termes de mise en chantier, jamais aussi faible en termes de vente, jamais aussi faible en termes de mise en location. Donc, on a un manque crucial de logement, et ça fait plusieurs années que ça dure. Une des solutions, c'est d'apporter des financements pour ces logements, parce que les financements d'Action Logement sont là, mais ils ne suffisent pas
à eux seuls à répondre à cette demande, qu'elle soit en logement social, en logement intermédiaire, en accession, en location. Et moi, je n'oppose pas les uns les autres, mais je ne vais pas ouvrir ici le débat SRU, sinon on y est encore cet après-midi. Vous m'inviterez à une autre occasion si vous voulez qu'on en parle. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est quand même l'argent. L'argent national. Bruno Arcadipane l'a dit, financement très peu par l'État, bah oui, de moins en moins. Qui finance aujourd'hui Action Logement? Les salariés, j'ai pas précisé, mais étant de la métropole européenne de Lille, je suis donc de là où est né le 1% logement, en 1943 avec Prouveau, on connaît bien. Qui finance les collectivités locales? Mais avec de plus en plus de difficultés, parce qu'elles n'ont plus la taxe d'habitation, qui était quand même une incitation aussi à faire du logement. Parce que quand vous avez en face de vous, et aujourd'hui c'est le cas partout en France, ça n'était peut-être pas le cas il y a 10 ou 15 ans quand j'étais sur ces sujets-là à l'Assemblée nationale, aujourd'hui vous avez partout des riverains qui n'en veulent pas en fait de vos projets de logement. Ils se plaignent à la fois d'avoir du mal à se loger, mais en même temps, pour ceux qui sont déjà logés à qui vous proposez un projet de logement, c'est assez rare qu'ils vous applaudissent. C'est beaucoup plus fréquent qu'ils vous fassent un recours. Donc quand vous avez politiquement de la contestation, mais que vous n'avez en plus plus aucune incitation financière, parce qu'une fois que vous avez quand même fait le projet de logement, vous n'avez pas de taxe d'habitation et que vous avez moins d'impôts économiques, ça devient une équation extrêmement difficile. Dans ma commune, la suppression de la taxe d'habitation, compensée, c'est moins 10 millions d'euros parce que la compensation, on l'a dit, elle n'est pas dynamique. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut qu'on retrouve, ce sont des financements nationaux qui viennent accompagner les financements locaux, les financements privés. Moi, je suis favorable, comme mes collègues, à une autorité organisatrice de l'habitat. Mais si on prend le modèle de l'autorité organisatrice de la mobilité, et la mobilité est bien le sujet qui permet de rapprocher l'emploi et le logement. On n'est pas obligé d'avoir tous les logements à côté des emplois ou tous les emplois à côté des logements. On peut aussi avoir des modes de transport qui permettent d'aller de l'un à l'autre. Si on prend l'exemple des AOM, les AOM, ce sont donc des autorités qui organisent, mais qui bénéficient de financement pour le faire. Ça s'appelle le versement transport et je crois que les entreprises y participent. Donc on pourrait imaginer sur le même modèle que les autorités organisent de l'habitat, oui, donnent plus de pouvoir encore au territoire. Moi, je ne sais pas s'il faut moins encadrer. Ce que je sais, c'est qu'il faut sans doute pouvoir territorialiser finement et faire confiance au territoire sur la connaissance des besoins de leur territoire. Mais organiser sans les moyens, c'est quand même compliqué. Et aujourd'hui, les collectivités, ces moyens ne les ont pas. Est-ce que la décentralisation du logement, qui était une hypothèse qui va peut-être être reprise par ce nouveau gouvernement, est-ce que c'est une solution ou une option qui pourrait ouvrir des portes qui ne le sont pas aujourd'hui? Il faut que vous rappuyiez sur votre micro. Je disais, j'ai appris à être prudente. Hier, on nous a parlé d'un choc d'offres, de la part de personnes qui sont au gouvernement depuis plusieurs années, et ça fait plusieurs années qu'on a une crise du logement. Donc moi, je préfère être prudente, et je le suis sur la décentralisation aussi. Si la décentralisation, encore une fois, ça veut dire qu'on donne au territoire plus de compétences, mais pas les moyens qui vont avec, ou des moyens figés, alors très franchement, je ne préfère pas qu'on décentralise, parce que ça n'apportera rien de mieux. Si la décentralisation, telle qu'elle nous est annoncée, elle va avec des moyens qui sont pérennes et dynamiques, c'est-à-dire pas une compensation figée dont on sait très bien que quelques années après, elle ne suffira pas. Je vous rappelle que la dotation globale de fonctionnement, vous le savez tous, n'est pas indexée sur l'inflation, par exemple. Voilà, et que donc... Décentralisation, encore une fois, je l'ai dit, les AOH, ça peut être une bonne piste, mais à la condition qu'il y ait des financements bien construits, voilà, pas seulement une forme de charité, bien construits qui aillent avec. Ok. Il y a Bruno Arcadipane qui a fait des bons quand vous avez proposé le mode de fonctionnement des AOH. Recréons une taxe pour les entreprises, il n'y a pas de problème. On voit bien déjà sur les AOM la levée de boucliers, notamment en Île-de-France. Recréons une taxe pour les entreprises. Là, ça serait une taxe directe. On va encore amputer notre compétitivité et ça va être formidable. Si on revient... C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait une taxe supplémentaire. Oui, alors on laisse la parole à Audrey Linkenheld.
Ouais. Bruno Arcadipane finit son propos et vous, Monsieur Desgruelles, vous prenez la parole en suivant. Audrey Lincolnel, précisez. Pour préciser, je n'ai pas dit qu'il fallait créer une taxe supplémentaire. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai juste indiqué qu'il y avait en matière de mobilité à la fois une organisation et des moyens qui étaient un versement transport. Je n'ai pas dit qu'il fallait créer un versement habitat supplémentaire. Voilà. Que le gouvernement, s'il veut aller vers une décentralisation supplémentaire, y compris à travers un renforcement des AOH, réfléchisse comment elles peuvent être financées. Je pensais plutôt, cher Bruno, d'aller regarder dans les caisses de l'État ce qui pourrait venir financer cela que d'aller regarder dans les caisses de ceux qui financent déjà comme Action Logement. Christophe Desgruelles. Oui, je voulais, je vais remettre les pieds dans le plat moi aussi. Je voulais évoquer sur ce lien emploi-logement la question des mobilités. On en a peu parlé ou on en a parlé, j'allais dire, de manière un petit peu fiscale. Il est clair que le débat emploi-logement passe aussi par la question des mobilités. Et la chance que nous avons, c'est qu'il y ait ce statut d'AOM, avec certes des difficultés sur les financements, on sait bien, avec des difficultés d'un certain nombre de régions, je crois notamment en Occitanie, où les conseils régionaux ont fait pression pour que les communautés de communes ne prennent pas le statut d'AOM. Je pense que c'est une erreur, parce que l'organisation des mobilités ne peut pas se faire simplement sur les territoires des agglomérations, des communautés urbaines et des métropoles, mais à l'ensemble des choses. Donc le lien mobilité, il est très clair. Je pense que le statut d'AOM est un statut très intéressant. Au départ, moi je n'étais pas favorable à l'AOH. AOH, pas AOL, hein, pas autorité organisatrice du logement, mais autorité organisatrice de l'habitat, les choses étant plus complexes entre les deux termes. Bien. Eh bien, aujourd'hui, il faut s'emparer d'un dossier AOH. Quand on voit la complexité des procédures, la coordination des acteurs, les divergences éventuellement d'analyse, s'il n'y a pas à un moment donné un outil à disposition des intercommunalités pour avoir cette vision stratégique, eh ben on continuera de tourner en rond. Et avec puis, des ressources. Alors, sur le débat des ressources, on verra bien déjà ce qui se passe. On a, j'allais dire, je l'ai dit tout à l'heure, reçu Patrice Vergrit en conseil d'administration et d'orientation d'Intercommunalité de France. Il avait fait une série de propositions. J'ai lu dans la presse qu'il perdait beaucoup d'arbitrage en interministériel. Donc on verra qui est ministre du Logement, on verra ce qu'il en sort, on verra ce qui est la loi, l'AOH. Mais je vais envoyer une petite pique à mon voisin, puisque on connaît bien le discours du MEDEF. Ils sont toujours torturés, on leur demande trop d'argent, etc. Mais l'argent du VM, c'est un argent public qui bénéficie à tout le territoire, qui bénéficie également aux salariés des entreprises pour pouvoir se déplacer. Et alors, je vais raconter juste une petite anecdote. Au moment de la suppression de la CVAE, donc je ne vais pas relancer le débat de tout à l'heure, on a fait un calcul de combien le territoire, combien les entreprises du territoire gagnaient avec la suppression de la CVAE. Et comme nous avions un taux de VM très très bas, on a légèrement augmenté le taux de VM, mais au final, les entreprises du territoire étaient quand même gagnantes. Mais à un moment donné, il faut le revendiquer, l'argent public, c'est pas sale, l'argent public, ça sert aussi à la compétitivité. Vincent Labarthe, cette notion d'AOH, c'est une notion qui vous parle, vous intéresse ? Oui, je l'ai cité, donc c'est véritablement que ça nous intéresse. Vous avez compris la complexité de sa mise en œuvre. Pour autant, je rejoins complètement ce qui est versé au débat par mes collègues. Il faut aussi avoir capacité à mobiliser les moyens, où qu'ils soient. La question n'est pas celle-là. La question, c'est qu'on puisse décentraliser ce sujet, arriver à le faire porter par des autorités qui ont la capacité à s'organiser, je reviendrai d'ailleurs sur celle des transports, pour pouvoir réaliser. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de réaliser. Et c'est de réaliser en fonction des besoins de chaque territoire, qui sont différents d'un coin à l'autre du département, de la France et de tout ce que vous voulez. Je reviens juste sur l'autorité organisatrice des transports. Oui, la région Occitanie a poussé, des mobilités, pardon, la région Occitanie a poussé, mais elle laisse la possibilité soit d'être un OM2, de rang 2, donc c'est ce qu'on fait nous, par exemple, sur des sujets de transport scolaire, mais elle propose aussi une délégation, et là, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais le transport, même si on est dans des échelles comme celles que je vous ai décrites, il est important. Et avec les entreprises, on a travaillé effectivement sur la mise en place d'un transport d'intérêt local qui va traverser 4 communes
avec au milieu FIJAC qui, lui, a le transport urbain, de façon à ce qu'on puisse effectivement couvrir d'un coin à l'autre, en partant de nos 2 zones d'activité les plus denses en termes de salariés, mettre en place ce transport-là. Donc, effectivement, la région a fait ce choix et ça lui permet aussi de trouver une certaine, je suis vice-président de la région Occitanie en plus, de trouver une certaine force d'organisation au niveau régional, mais la possibilité de déléguer est vraiment un sujet qui était également intéressant. Gilles Carrez, vous êtes aussi président du Conseil national d'évaluation des normes, je le disais au début. Est-ce que le chantier de simplification annoncé par le président de la République et les dossiers que vous voyez passer au CNEN sont de nature à dégripper le blocage qu'on connaît aujourd'hui en matière de logement, ou est-ce que le sujet, c'est vraiment celui des ressources d'abord? C'est un élément parmi d'autres. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que la crise du logement que nous traversons, en tout cas dans une zone métropolitaine comme la nôtre, elle est profondément structurelle. Et bon, ayant une expérience professionnelle, hélas déjà très ancienne, depuis 50 ans, je n'ai jamais connu une crise dont je pense qu'elle va durer aussi longtemps. Parce qu'il y a l'effet des taux d'intérêt, bien entendu, mais il y a également ce qu'on évoquait sur la réticence des collectivités locales et le problème financier à construire. Il y a l'augmentation du coût de la construction. Il y a tout un ensemble de mesures qui ne vont pas faciliter une meilleure utilisation du stock. Parce qu'en matière de logement, il faut être bien conscient d'une chose. On est toujours focalisé sur les flux de construction nouvelle, mais l'optimisation de la gestion du stock existant, c'est tout aussi important. Quand, par exemple, chez nous, en Île-de-France, le taux de rotation, en l'espace de 3 ans, il est passé de 6% à 4%. C'est 25 000 logements sociaux. Là, je ne parle plus de logements locatifs sociaux qui manquent. 25 000 logements sociaux à comparer à une production de logements qui doit être autour de, actuellement, 50 000 en région parisienne. Donc je pense que sur le stock, on a moyen de dégripper. Moi, je m'interroge, je le dis clairement, une commune comme les nôtres, l'éviction sur le marché locatif des catégories G et F rapides, c'est absolument intenable, il faut le dire. Je pense que dans le parc social, alors c'est très contrasté, je ne veux pas donner d'idée générale, mais dans ma commune, où on a des logements sociaux plutôt récents et vraiment d'immense qualité, avec une politique de construction qui était de dire vous habitez un logement social, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est du logement social, résidentialisation, etc., tout ce que vous imaginez, pierre agrafée, etc. Mais le résultat, c'est que les personnes restent toute leur vie, mais toute leur vie, avec ce bail à vie, et il n'y a pas moyen il n'y a aucune incitation à partir. Vous avez un écart de loyer entre le logement locatif social et le logement privé qui va de 1 à 3. Et donc ceux qui bénéficient, un jeune ménage qui démarre dans la vie, qui bénéficie d'un logement social de qualité, il n'a aucune raison de changer. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes probablement à dégripper de toutes sortes. Mais en même temps, il y a des choix très lourds. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je ne veux pas critiquer non plus. Au fur et à mesure, en tout cas dans mon secteur, l'hébergement l'a emporté sur le logement des salariés. C'est une réalité. Est-ce que notre société assumera le fait que la priorité, c'est de loger les salariés? Alors, vous me direz, une attribution DALO, il y a des gens qui travaillent en DALO aussi. C'est plus compliqué que ça. Mais le taux d'emploi est quand même beaucoup moins important. Alors, quelles sont nos priorités? Sur la construction neuve, je plaide. Vraiment, j'ai fait un rapport sur le financement du Grand Paris Express. J'ai plaidé dès le début, instruit par mon expérience professionnelle en ville nouvelle, sur les futures gares. Là, on est en 2010. Achetons les terrains. Parce que la spéculation foncière, le seul moyen de l'endiguer, c'est l'acquisition publique, même si ça coûte cher en zone urbaine. Alors, on a fait de gros efforts avec les FIF, ça marche plutôt bien, et j'espère
qu'on va engager tout un flux de construction nouvelle, de quartiers nouveaux autour des gares. Mais à condition d'être vigilant, et là on rejoint les normes. Il faut être probablement moins exigeant sur un certain nombre de normes pour baisser les coûts. Parce que je ne crois absolument pas à la mise en place d'argent public supplémentaire de la part de l'État. Nous avons un État dont les finances sont désastreuses. Le déficit de 2023, pour la première fois, il est supérieur à ce qui a été prévu. Les taux d'intérêt, c'est simple. On a vécu vraiment... on a été endormi par les taux d'intérêt bas. C'est tout simple. Pendant 10 ans ou 15 ans, on a remplacé de la dette qu'on avait contractée à 4 ou 5% par de la dette à 0 ou 1%. Ce qui fait que l'État, ayant ce privilège de remplacer de la dette par de la dette, il remplaçait de la dette qui coûtait cher par de la dette qui coûtait rien du tout, et ça masquait complètement le fait que chaque année, à cause de déficits de 100-150 milliards d'euros, la dette augmentait mécaniquement. Aujourd'hui, c'est le phénomène inverse. Donc n'attendons pas, je n'imagine pas, il n'y a pas un seul gouvernement qui mettra plusieurs dizaines de milliards supplémentaires. Donc il faut aller regarder, meilleure optimisation du stock, alléger un certain nombre de normes, dégripper. Je termine par un dernier exemple qui me fait mal au cœur. Une seconde. Pour vous dire, ma commune, mon successeur, bon, il se trouve, il est carencé. Pas le droit d'utiliser des PLS. On a un immeuble au pied du RER qui vient d'être abandonné, établissement de soins de suite par Corian, et on pourrait immédiatement le transformer en logement pour jeunes travailleurs ou étudiants. On peut le faire tout de suite. Sauf que la DRIL, la préfecture, tout ça nous interdit d'utiliser des PLS. Mais dans quel monde vit-on? Et donc, moi, je n'arrête pas de voir des exemples partout, un peu comme en agriculture, on est bloqué en permanence. Donc, décentralisation du logement, Louis, mais surtout, faisons un peu plus confiance aux maires. Faisons un peu plus confiance aux maires et je vous assure que ça marchera mieux. Merci. Et c'est Bruno Arcadipan qui va avoir le mot de la fin parce qu'on est au bout du temps imparti. Alors, rapidement, sur la décentralisation, je pense que de toute façon, on y perdra financièrement. On ne va pas y gagner, on va y perdre. Et en plus, habituellement, en France, on confond décentralisation et déconcentration, ce qui est absolument pas du tout la même chose. Et je vous garantis que pour le logement, ça sera calamiteux parce qu'on n'aura plus d'ambition nationale. C'est d'ailleurs ce qui avait été dit par le ministre Vergrit. Pas d'objectif national et le résultat, c'est 82 000 agréments, le plus mauvais résultat du XXIe siècle. Première chose. Deuxième chose, et je pense que là tout le monde sera d'accord, il ne peut pas y avoir de plein emploi sans logement. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas de réindustrialisation du pays sans logement. Donc évidemment, il faut une offre nouvelle de logement, notamment sur les 1200 bassins d'emploi qui existent en France. C'est là qu'il faut aller construire. L'idée de Bercy de mettre les Français là où il y a des habitations, ça n'arrivera plus jamais. Ça, c'est quelque chose qui est fini. Quand on dit que 250 000 logements, toute activité confondue, suffiront en France, c'est faux. Moi, je vous garantis que 450 000, c'est un chiffre minimum. Et après, sur deux remarques sur le discours d'hier. Pour finir, oui. Vraiment très courtes. On a parlé du choc de l'offre. Je pense que c'est pas du tout suffisant parce qu'il y a le choc de l'offre, il y a le choc de la demande. Il n'y a plus de demande. Je vais vous dire, en termes d'offres, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les promoteurs à hauteur de 30 000 logements pour Action Logement. On a eu 110 000 réponses, 110 000. Donc l'offre, sur certains domaines, il y en a, mais il n'y a plus d'acheteurs en face. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est redonner les moyens aux Français de reprendre un parcours résidentiel. Et puis ensuite, et là je m'adresse directement aux élus, moi j'ai une très grosse inquiétude, c'est concernant la décision qui a été prise hier par le Premier ministre de vous donner le plein pouvoir sur la première attribution de logements neufs. Sur les zones tendues, vous allez risquer votre vie. Je vous le dis, sur des zones où il y a plusieurs dizaines de demandes, ce sont les gens que vous croisez dans la rue tous les jours à qui vous allez être le seul décideur pour dire non, ça ne sera pas attribué à vous, monsieur, mais ça sera attribué à un tel. Aujourd'hui, certains de vos collègues, lorsqu'il y a des prêts sur les collectivités locales, ne veulent plus nous envoyer les pièces d'identité pour ne pas que l'on connaisse leur domicile, etc., etc.
Là, j'ai sincèrement de vraies inquiétudes sur toutes les zones très tendues quand on va dire non à des dizaines de personnes pour un seul logement neuf. Quand on va multiplier ça par des centaines, voire des milliers, ça va être très très compliqué. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a la chance d'avoir une question possible au-delà de l'horaire imparti. Est-ce que, madame, on vous apporte un micro et si vous voulez bien vous présenter. Oui, je peux me présenter. Je suis Anne Terlez, première adjointe au maire de Louviers, vice-présidente de l'agglomération Seineur, notamment en charge des questions d'habitat, vice-présidente d'Intercommunalité de France, en charge de la commission sociale et territoriale, dont j'aurais aimé davantage entendre parler en matière d'habitat et de logement pendant cette table ronde. Je vous remercie, Madame la sénatrice, d'avoir parlé de vision globale et bien sûr les élus qui se sont exprimés. Bien sûr que l'habitat et le logement, c'est évidemment une question globale qu'il faut rapprocher des mobilités, ça a été dit, mais aussi des services à la personne, des services que nous pouvons offrir, nous, collectivités. J'ai été choquée par, je le dis tel que je le pense, choquée par un grand nombre de choses autour de cette table ronde qui, pour moi, n'a pas été très éclairante au regard des enjeux. Alors, je ne sais pas si Action Logement est partout dans tous les territoires, mais si c'est le cas, et ce qui est vraiment vraisemblablement le cas, ça tombe bien parce que nous aussi, nous le sommes, élus locaux dans tous les territoires, et que nous aussi, nous contribuons fortement quand même, quels que soient les territoires, même s'il y a des spécificités, c'est vrai, la région Île-de-France, les EPT, tout ça, c'est voilà, il y a des endroits où il y a une cherté, une rareté du foncier, mais il n'y a pas non plus que l'Île-de-France, il y a aussi plein d'autres territoires industriels ou plus ruraux, etc. Et on contribue largement, notamment en garantissant des prêts, beaucoup. Je veux dire, si on prend aujourd'hui ce que représente la garantie des prêts dans nos collectivités, c'est juste énorme. Pour ne parler que de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la contrepartie foncière. Vous avez parlé, Monsieur le Président, du financement de l'ANRU, et c'est vrai qu'Action Logement finance grandement, et c'est vrai que l'État est allé ponctionner, voilà. Mais c'est aussi qu'il existait cet argent, et c'est aussi que peut-être il est utile et qu'il peut faire œuvre utile, notamment à travers l'ANRU. Mais moi, je note une chose, c'est que la part de l'ANRU, la part du financement ANRU, qu'on pourrait appeler financement État, mais finalement, dont on peut tracer la provenance, elle est très faible au regard, dans les maquettes financières, au regard de ce que mettent les autres partenaires, et notamment les collectivités, en particulier les intercommunalités, qui ont une compétence obligatoire en la matière, et puis les communes. Donc, voilà, je pense qu'on pouvait avoir une vision plus globale de ces enjeux autour de autorité organisatrice de l'habitat. Il y a des choses à dire. On n'a jamais dit qu'autorité organisatrice de l'habitat serait corrélée à une taxe supplémentaire sur les entreprises. Ça n'a absolument jamais été dit. Donc, il n'y a pas d'extrapolation à faire là-dessus. Moi, je crois qu'on a la capacité d'avoir une véritable décentralisation. Encore faut-il qu'on s'entende sur quoi. Est-ce que c'est la production de logements? Est-ce que c'est les questions d'hébergement? Il y a débat même entre nous sur le sujet. Mais l'urgence, ça reste la production. J'ai entendu des grandes confusions, y compris autour de la table, à un niveau où, me semble-t-il, elles ne devraient pas avoir lieu. Je suis désolée, hein, je le dis parce que ça m'a mise en colère. Je suis désolée, mais un DALO, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est au RSA. Un DALO, c'est aussi une personne qui a un accident de parcours à un moment donné. Un DALO, c'est un salarié, infirmière. Moi, j'en vois plein dans mon bureau à la mairie de Louviers. Je vois plein d'infirmières, par exemple, qui sont en cours de séparation ou d'aides-soignantes, les fameuses personnes qui sont en première ligne dont vous parliez tout à l'heure, et qui se retrouvent dans une instance de divorce ou dans un cas de violence intrafamiliale. Elles sont particulièrement prioritaires et pour autant, elles sont salariées. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les minima sociaux. On parlait de logement locatif, de PLS, on parlait de PLS. Je regrette. Moi, j'ai fait des études à plusieurs endroits qui démontrent que on veut parfois du PLS parce qu'on estime que PLAI+, c'est justement accolé à des minima sociaux. Moi, les dernières productions de PLS sur mon territoire, qui est un territoire industriel,
un territoire riche, je peux le dire, j'ose le dire, avec un véritable enjeu de rapprocher les salariés de nos territoires, de leur lieu de l'entreprise. Eh bien, avec sur cette production de PLS, à chaque fois, on fait les études. On a voulu faire du PLS parce que les élus ont une représentation de ce qu'est le PLAI ou le plus qui est erronée. Et en fait, on a privé les gens qui sont rentrés dans ces logements de plusieurs centaines d'euros de reste à vivre parce qu'on a voulu faire du PLS alors que finalement ils étaient en PLAI, ils étaient éligibles au PLAI ou au plus parce que ce sont des bi-actifs avec charge de famille. Voilà. Bi-actifs avec charge de famille. Non, voilà. Et donc je pense, non mais je pense que je pense que je suis pas la seule. On entend bien et votre propos était bienvenu en cette fin de table ronde, mais il faut conclure. Donc moi, global, il faut penser global, il faut penser alliance territoriale. Il faut penser parcours de vie en plus de parcours résidentiel et alliance territoriale. On a tous un bout de la solution et il n'y a pas qu'un seul opérateur qui peut l'avoir. Travaillons tous ensemble à cette vision-là et t'as compris. Merci beaucoup. Je crois que cette notion de travailler ensemble est bien ressortie. Enfin, la nécessité de plus travailler ensemble est bien ressortie au cours de cette table ronde, malgré tout. Merci à tous. Je pense qu'Intercommunalité de France reviendra sur le sujet et des maturations à faire au niveau des réflexions. Merci encore à tous. On enchaîne tout de suite avec la présentation d'une étude du réseau Finances Locales dédiée aux investisseurs de demain.